Chaque semaine, en scrollant sur mon téléphone portable, je perds pas mal de temps à regarder des vidéos pas très constructives ou à lire des articles pas franchement bien écrits. Alors je m'intéresse un petit peu à tout, sans doute comme vous. Je regarde un peu ce qui se passe en politique, beaucoup. Je lis quelques news tech et sciences, dont la moitié sont des trucs un peu faux. Et au gré des errances, je tombe aussi sur quelques faits divers, ou sur des sujets qui me semblent lointains, mais qui arrivent à me faire lever un sourcil. Un des trucs qui me fascine, c'est les gros titres, du genre 3 kilos de drogue saisis sur un lama, le trafiquant avait infiltré un cirque. Alors j'ai aucune idée de si cette situation s'est vraiment présentée un jour, j'ai inventé, mais comme moi, vous avez sans doute dû déjà tomber sur des news un peu sensationnalistes autour de records de saisie. C'est souvent l'occasion de tomber sur des histoires parfois assez étonnantes sur la manière dont les trafiquants et les fraudeurs en tout genre tentent de cacher leurs marchandises. Mais dans ces histoires, on retient souvent plus un chiffre ou une situation, et moins le travail d'enquête et de terrain des agents pas comme les autres qui traquent sans relâche ceux qui veulent échapper à la loi. Aujourd'hui, on va explorer ensemble la très longue histoire des douanes en étant au meilleur endroit pour faire ça, c'est-à-dire au Musée national des douanes à Bordeaux avec qui j'ai fait cet épisode. Et pour y voir plus clair sur ce sujet qui tape bien plus large que ce que vous pensez, eh bien vous me connaissez, on va remonter aux origines. Tout commence durant la Haute Antiquité, plus précisément au 19e siècle avant notre ère. Les marchands assyriens, originaires d'Assour, en Irak, fondent un réseau d'une quarantaine de comptoirs commerciaux. Ils joignent notamment l'Anatolie et la ville de Kanesh. C'est sur ce site de Kultepe Kanesh que les archéologues ont mis au jour près de 23 000 de leurs tablettes cunéiformes. On retrouve toutes les infos. Les traités internationaux, les stratagèmes pour éviter les taxes, la contrebande et les sanctions encourues. Toute cette administration, et par extension ce bureau où on déclare les marchandises, porte un nom en persan, puis en arabe, le Diwan, le futur divan. Grand conseil du sultan ottoman, mais aussi notre douane à nous. Car après les Assyriens, les Phéniciens vont poursuivre l'expansion commerciale vers l'ouest, leur port connectant les navires marchands aux caravanes terrestres d'Afrique, d'Espagne et d'Italie. Pour entretenir ces infrastructures, un impôt est levé sur toutes les marchandises qui passent par là. Encore une fois, on retrouvera bien plus tard un mot arabe pour le désigner, le tarif, venu de la ville de Tarifa à la frontière du détroit de Gibraltar. Enfin, ça c'est l'une des hypothèses étymologiques du mot, et je dois avouer que ça m'arrange bien pour ce script. En effet, cette pratique très particulière de l'Antiquité, liée à l'extension lointaine d'un réseau marchand, va devenir un usage courant chez les Grecs et les Romains qui systématisent l'impôt sur toutes les marchandises importées. Il faut cette fois entretenir les ports, mais aussi les routes et les chemins à travers un vaste espace. Mais la figure du port reste centrale, au point que cette taxe est baptisée la portoria. Sur les quais ou les hangars, tous les paquets sont ouverts, inspectés, comptés, pesés et évalués. On prélève alors 1/40 ou 1/50, donc entre 2 et 2,5% de la valeur des denrées en question. Tout ça file au publicum, le trésor public, grâce à l'officier qui se charge de tout ça, le publicanus, le publicain. Comme ce dernier se paye lui-même sur ce qu'il prélève, les gens ont parfois tendance à ne pas l'aimer. Un publicain resté célèbre, c'est un certain Matthieu. Dans la Bible, il prélève chez les Juifs les impôts destinés aux Romains. Pas top, mais comme c'est un bon gars qui change d'attitude, ce Saint Matthieu est aujourd'hui le saint patron des douaniers. Et ça ne va pas s'arranger avec le temps, tout ça, quand au IVe siècle, on passe de la portoria à l'octavia du mot Octavius, signifiant le 8e. Et ouais, là, on prélève carrément 12,5% de la valeur de la cargaison. Et en plus, c'est plus seulement de la douane aux frontières, non, c'est même prélevé sur des péages au sein même du monde romain qui est découpé en circonscriptions fiscales. 12,5% à chaque fois. Franchement, ça pique. Et c'est pas étonnant que les marchandises qui viennent de très très loin, par exemple des Indes ou des routes de la soie, soient des produits de luxe qui valent très très cher. Et pour le coup, la même logique va s'appliquer au Moyen-Âge. Enfin, la même logique, disons plutôt la même pratique, mais en bien plus chaotique à cause du morcellement de l'Empire. On a bien du mal à déterminer si la frontière est ici ou là, surtout quand la féodalité s'en mêle et que chaque seigneur veut prélever des taxes pour payer ses moulins, ses ponts, ses routes et son château. Même lorsqu'un Charlemagne recadre bien les choses, la spéculation et la féodalité finissent toujours par accoucher de nouveaux surcoûts, d'impôts ou de frontières intérieures. À la limite des domaines royaux comme aux frontières des fiefs des grands aristocrates, toutes les importations sont taxées de tous côtés, sauf parfois à l'occasion des grandes foires régionales ou internationales pour encourager ou stimuler le commerce.
Mais une bascule se fait au XIVe siècle sous Philippe le Bel, qui invente la gabelle, un mot tiré de l'arabe gabala, qui veut dire impôt, tout simplement. Et c'est vrai que dans le genre, on fait difficilement plus emblématique que la gabelle. Elle va tant marquer l'imaginaire qu'on réclame sa fin durant tout l'Ancien Régime, qu'elle devient un symbole à abattre lors de la Révolution et qu'on surnomme même les douaniers les gabelous. Au départ, le roi désire réguler le prix du sel. En effet, c'est un besoin de base essentiel pour conserver les aliments. Mais il est soumis à des spéculations privées qui mettent en danger l'économie. L'idée est donc simple, désormais, tout sel sera entreposé et vendu uniquement dans les greniers royaux. Bien sûr, tout ça a un coût, donc une redevance qui va avec, la gabelle. Seulement voilà, avec le temps, ça part en sucette. La gabelle augmente et, encore pire, elle est imposée aux consommateurs. Et ouais, vous ne pouviez pas dire « tant pis, je suis pauvre et je n'achète pas de sel cette année », non, vous étiez obligé d'en acheter une certaine quantité. Parfois, ça coûte les yeux de la tête, ce qui en fait un impôt particulièrement décrié. Car au fond, la gabelle s'inscrit dans une vraie politique douanière. On cherche surtout à contrôler les marchandises et leurs déplacements. Et pour éviter que tout le grain, le sel ou la monnaie quitte le pays, on taxe non plus les importations, mais les exportations. Voire, on limite une vente, on l'interdit, ou comme on l'a vu, on rend un achat obligatoire. Bien sûr, il y a toujours des exceptions, sinon c'est la mort du commerce. Les négociants qui veulent passer par-dessus ces restrictions payent alors un droit de haut passage, un droit de douane, un vrai de vrai. Et ceux qui s'en occupent, ce sont les maîtres visiteurs généraux des ports et passages. En fait, c'est les tout premiers douaniers. Et là, vous voyez bien la différence, l'État, il n'est pas là que pour faire du bénéfice, il veut exercer un contrôle, mais pour des raisons politiques, j'ai même envie de dire, de bien public. À partir de là, et jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, on parle généralement des droits de traite assez équivalents à nos droits de douane actuels. Enfin, il y a quand même de grosses différences. Pour commencer, on paye pour sortir des denrées sensibles du royaume, mais aussi d'une province à une autre. Problème, telle région meurt de faim tandis que sa voisine a plein de blé. Mais on ne peut pas faire passer le grain de l'une à l'autre, ce qui fait que la disette peut se transformer en famine. Et ce genre de phénomène n'est pas rare. Mais en se cumulant à d'autres événements sociaux et politiques majeurs, il a pu participer, à son échelle, à précipiter la Révolution française à la fin de l'Ancien Régime. Comme quoi, la douane, c'est comme tout, c'est bon en soi, mais si on en fait trop, ça peut virer au blocage et enrayer tout le système. Mais revenons à l'Ancien Régime et à son représentant des droits de douane le plus célèbre, le fermier. Alors attention, ça n'a rien à voir avec l'agriculteur ou le cultivateur. La ferme, c'est un type de compagnie privée qui est apparu entre le XIIe et le XIIIe siècle et dont l'objectif est de collecter certains impôts. Et là, vous devez vous demander, mais Ben, pourquoi des privés dans l'impôt public? Qu'est-ce qu'ils font là? Eh bien, c'est très simple, le royaume a besoin d'argent toute l'année pour faire face à ses dépenses inattendues, à des constructions, à des aménagements territoriaux ou à des conflits. Seulement voilà, dans un monde très agricole, le gros de son revenu vient des taxes qui doivent attendre la récolte. Autrement dit, le roi n'a pas l'argent quand il veut. Et c'est là que les fermes entrent en jeu. Elles avancent l'argent au roi dès qu'il en a besoin. Puis elles vont, de leur côté, récolter l'impôt en son nom. C'est ce qu'on appelle l'impôt indirect, type gabelle, traite et aide. Mais bien sûr, ça n'est pas des œuvres de charité, et les fermes peuvent faire une belle marge payée par le peuple. Le souci, c'est que les fermes, il y en a trop. Elles fixent des tarifs différents, prélevés sur des taxes différentes, qui elles-mêmes varient selon les différentes provinces. À la fin, la situation est confuse et elle devient même ingérable. Les pamphlets se moquent de la ferme, surnommée l'hydre à 100 têtes. Et bien sûr, les taxes douanières font partie de ces têtes puisqu'elles existent aux frontières, mais aussi aux diverses limites administratives du pays. En 1584, Henri III tente de centraliser les impôts indirects et donc aussi les droits de douane. Mais il échoue. C'est la même chose en 1598, quand le surintendant des finances, le duc de Sully, propose de créer 5 grosses fermes, la gabelle, l'octroi, le tabac, les colonies et les droits de traite, c'est-à-dire tout ce qui touche aux denrées entrantes et sortantes. Un petit mot sur le tabac d'ailleurs, apporté pour la première fois en Europe en 1520, on le considère comme un produit de santé, donc exclusivement vendu chez les apothicaires. Mais en 1674, sous Louis XIV, ça devient carrément un monopole d'État avec le fameux bureau de tabac. Celui qui existe encore aujourd'hui, qu'on croise au coin de sa rue. Et il faut bien se dire que déjà à l'époque, tout le territoire en est recouvert avec près de 40 000 bureaux de tabac.
Et comme pour le sel avant lui, le tabac fait l'objet d'énormes impôts parce que l'État fait son beurre dessus. Il va déclencher plusieurs révoltes populaires, notamment en 1675 en Bretagne, avec la fameuse révolte des bonnets rouges, la plus forte révolte antifiscale du XVIIe siècle. Encore de nos jours, la question du tabac, et notamment de son franchissement des frontières, c'est un sujet brûlant, plein d'actualités, de tentatives de fraude et de saisie. Mais on n'en est pas encore là. Finalement, c'est seulement en 1664, sous le ministère de Colbert, que les barrières douanières correspondent enfin à celles du royaume. Le premier tarif des douanes s'applique aux frontières, et en 1667, il devient même très protectionniste. Quant aux fermes, dans les années qui suivent, leur nombre est diminué, leur fonctionnement est réglementé, et elles sont placées sous la main du contrôle général des finances. Et en 1681, la vision de Colbert est enfin mise en place. C'est la fondation de la ferme générale et la constitution de la Compagnie des fermiers généraux. C'est une logistique énorme et si aboutie qu'elle a même inspiré l'administration fiscale du 19e siècle. En effet, bien que centralisée à Paris, la ferme générale possède 42 directions provinciales à travers tout le royaume. Chacune a son propre receveur général, mais aussi ses inspecteurs, ses bureaux grouillants de commis vérificateurs et ses brigades bien armées qui traquent les contrebandiers. On contrôle les marchandises, on prélève les taxes, on réprime les fraudes et s'il le faut, on procède à des arrestations. Les sanctions sont très dures et on peut carrément finir aux galères. Quant aux fermiers généraux eux-mêmes, ce sont de grandes figures de l'Ancien Régime. Souvent issus de la haute bourgeoisie, ils s'y connaissaient en finance et faisaient fortune dans la banque, la négoce, l'immobilier ou la traite négrière. Leur charge de fermier ne représentait qu'une partie de leur fortune et certains pouvaient acquérir de magnifiques demeures, s'entourer d'artistes prestigieux, de collections, voire être anoblis. C'est de cette période de très grand faste que date l'hôtel des fermes du roi de Bordeaux, où justement se trouve le musée national des douanes. Mais pas que, Depuis sa construction en 1738, cet hôtel a toujours gardé sa fonction, puisque c'est encore la direction interrégionale des douanes de la Nouvelle-Aquitaine. À l'intérieur du musée, des maquettes, des bateaux, mais aussi des pièces de collection, comme des balances géantes, des meubles à sel et des uniformes d'époque, reflètent la grande puissance des douanes d'autrefois. Alors, je dis d'autrefois, mais attention, si la Révolution française vient bouleverser l'univers des fermes générales et guillotiner les fermiers généraux, associés à l'Ancien Régime, ça ne veut pas du tout dire que la douane va disparaître. Certes, en 1790 et 1791, la gabelle et l'octroi sont abolis. Mais comme on ne change pas un impôt qui gagne, ils sont discrètement rétablis dès 1806. Ah, je vous avais prévenu, la gabelle, elle est coriace. Le grand bouleversement, c'est que la France est restructurée en 83 départements. Donc, fini les droits de traite intérieurs, fini les frontières à l'intérieur de la frontière. Pour la première fois, un tarif unique et national est appliqué aux frontières extérieures du pays. Et le 1er mai 1791, ça y est, la ferme générale est supprimée et remplacée par la Régie des douanes nationales, une institution unique, centrale, qui simplifie tout. C'est un peu la mise en place du service douanier tel qu'on le connaît encore aujourd'hui. 15 000 agents fonctionnaires s'activent majoritairement à surveiller le commerce extérieur. Désormais, la douane est acceptée par tous comme un pivot de la politique économique et commerciale du pays. Le douanier n'a plus sa mauvaise réputation de l'Ancien Régime. En fait, ça semble désormais si évident que, dans les siècles qui suivent, alors que les gouvernements, les lois et même les régimes ne cessent de changer, la douane, elle, demeure. Et même encore mieux, elle ne fait que se renforcer en tant qu'institution, au point qu'un fonctionnaire sur 7 est douanier. Et c'est logique, vu que la fonction de la douane dépend des frontières, et que celles-ci ont tendance à grossir avec 134 départements sous Napoléon. Sans compter que l'empereur a une obsession qui l'a rendu célèbre, mettre les îles britanniques sous embargo total, avec un blocus continental. Et qui joue un grand rôle dans ce glacis commercial qui s'étend sur les côtes de tout un continent ? Eh bien les douaniers, bien évidemment, qui vont désormais arpenter les fameux sentiers des douaniers pour surveiller les côtes. Dans des pays entiers, des contrebandiers apparaissent par milliers. Chez les ennemis bien sûr, mais aussi chez les alliés qu'il faut forcer à respecter le blocus. Au final, il n'y a pas une, mais bien deux guerres napoléoniennes. La guerre aux nations, qu'on connaît tous, et la guerre aux marchandises. Alors la douane enfle démesurément. On recrute à la va-vite 35 000 nouveaux hommes, souvent d'anciens soldats, parfois étrangers, parfois à moitié bandits.
La douane impériale compte désormais des unités d'infanterie, mais aussi un escadron de cavalerie et même une compagnie d'artillerie. Ce sont les chasseurs verts de l'empereur à cause de la couleur de leur uniforme. Pourtant, l'objectif était trop ambitieux et le ministre du Trésor public, Nicolas François Molien, est bien obligé de le reconnaître. Les contrebandiers deviennent 5 fois plus nombreux que tout le contingent de douaniers et de gendarmes de l'Empire réunis. Résultat, le blocus continental échoue. Mais comme je le disais, les régimes passent, mais la douane reste. Même l'effondrement de l'Empire napoléonien ne l'a pas mise en danger. Alors certes, les effectifs diminuent. En plus, sans basculer dans le libre-échange, Napoléon III signe des traités commerciaux avec plusieurs pays voisins. Mais bien vite, la douane va avoir un nouveau vaste territoire sur lequel se déployer le futur empire colonial. Depuis le XVIIe siècle, on possédait déjà l'outre-mer, les Antilles françaises, la Réunion et la Guyane. Au XIXe siècle, on y ajoute l'Algérie, la Cochinchine, le Cambodge, la Nouvelle-Calédonie, le Sénégal, puis la Tunisie, l'Annam, le Tonkin, le Congo et Madagascar. Les services douaniers s'installent alors sur pas moins de 4 continents, adoptant parfois des usages locaux assez surprenants. Par exemple, en Indochine, la France voit dans le commerce de l'opium une importante source de revenus. Alors elle développe ce monopole et confie sa gestion à la douane. Et à force de suivre des mouvements de troupes, de devoir faire respecter des frontières toujours mouvantes, y compris dans des zones encore en conflit, la douane continue de se militariser sous Louis-Philippe et Napoléon III. En 1852, l'uniforme vert reçoit la célèbre bande Garance sur son pantalon. Depuis 1875, l'emblème officiel est le cor et la grenade, et la douane reçoit son propre drapeau en 1880. Lors de la guerre de 1870, la première victime du conflit est Pierre Mouty, un douanier. Et c'est logique, vu que le rôle de la douane est carrément de défendre la frontière en elle-même. Autant dire un peu l'idée de base qu'on se fait d'une armée. Il suffit de voir le matériel de l'époque pour s'en rendre compte. La douane, c'est aussi des unités mobiles qui campent dans les montagnes pour traquer et tendre des embuscades aux contrebandiers et aux passeurs. C'est vraiment le Far West. D'ailleurs, certains douaniers sont assez frondeurs. Connaissant par cœur les frontières, ils peuvent aider secrètement à l'approvisionnement en armes des républicains espagnols en 1936-1937, mais aussi effectuer des missions clandestines derrière les lignes ennemies en 14-18 ou contribuer au réseau clandestin d'évasion en 39-45. Plusieurs centaines de douaniers tombent d'ailleurs au champ d'honneur lors de ces 2 conflits. Mais avec la défaite, les bataillons de douaniers armés sont dissous le 27 juin 1940 et ils ne seront jamais relevés. Et oui, les temps changent, notre planète se mondialise et pour la douane, il n'est plus question de constituer une armée, mais bien de s'adapter aux 1000 défis d'aujourd'hui. Si j'étais une chaîne d'actu, je vous parlerais en long et en large des chiens de détection, des vedettes, des hélicoptères, des contrôles d'aéroports, du service de renseignement et d'action qui est comme une mini DGSI, ou bien de la lutte contre les trafics de stupéfiants, d'animaux protégés, d'œuvres d'art et de contrefaçons, voire même encore de contrôle de filières de tabac, de spiritueux et de biens culturels ou de trésors nationaux. C'est autant de choses passionnantes qui prouvent qu'encore de nos jours, la douane, c'est toute une aventure avec un rôle essentiel qui s'adapte aux nouveaux enjeux de nos sociétés. J'espère que découvrir cette longue histoire des douanes avec moi aujourd'hui vous a plu. Pour ça, j'aimerais vraiment remercier l'association de l'histoire de l'administration des douanes qui m'a ouvert les portes de ce magnifique musée national des douanes à Bordeaux. J'aimerais également remercier Jean de Boissaison pour l'écriture ainsi que toute l'équipe de Nota Bene que vous ne voyez pas mais qui travaille sur chaque émission. Votre plus belle façon de soutenir l'émission, c'est de nous laisser un petit like, un commentaire, de partager cette vidéo. Alors on compte sur vous et on se retrouve très bientôt sur Nota Bene pour de nouveaux reportages.